Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence qui est dédiée à la prévention. Peut-elle être le pilier d'une transformation radicale? On va en parler avec nos invités du jour. Alors à mes côtés, un petit peu loin, mais à mes côtés quand même, le docteur Charlotte Berthaud. Vous êtes CEO et fondatrice de Dépistez-vous. Bonjour. À vos côtés, Hervé Jouve, vous êtes le président Digi31. Bonjour. Bonjour. Et Hervé Jouve, c'était vous, Mathias Savignac, vous êtes le président de la MGEN. Bienvenue à tous les trois. Alors pour débuter cette séquence, je voulais peut-être donner deux chiffres qui ont été, à mon avis, abondamment commentés déjà. Le premier, c'est le fait que la France figure au 5e rang des pays de l'OCDE en matière d'absentéisme au travail. Et le deuxième, c'est que les arrêts maladie ont augmenté de 10% entre 2019 et 2024. Et si je le dis, c'est parce que dans les axes de lutte contre ces arrêts maladie figure la prévention. Donc la prévention peut-elle radicalement transformer notre approche de la santé? Voilà notre thème. Et pour débuter, je voulais en parler avec vous, Charlotte, parce que vous êtes médecin et vous avez décidé ensuite de vous attaquer à la prévention avec Dépistez-vous autour d'une thématique bien particulière qui est le cancer. Et en fait, je trouvais ça intéressant d'entrer dans notre angle de la prévention au travers d'un exemple vraiment concret, qui est le cas du cancer. Alors le cancer, c'est la première cause de décès prématuré en France. Est-ce que vraiment, grâce à la prévention seule, on aurait les moyens de changer ça? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Donc, effectivement, c'est la première cause de mortalité prématurée en France. C'est aussi la première préoccupation de santé pour plus de 80% des Français. Ça concerne à peu près un homme sur deux, une femme sur trois. Et on est 80% d'entre nous à être confrontés à la maladie de près, donc personnellement ou de loin en tant que proche aidant. Donc, c'est un vrai sujet et un vrai enjeu sociétal. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut éviter près d'un cancer sur deux grâce à la prévention et au dépistage. Donc tout l'enjeu avec Dépistez-vous et pourquoi je suis passée du soin vers la prévention, c'est de pouvoir justement démocratiser le sujet de la prévention et du dépistage. La prévention, elle est reconnue à l'heure actuelle, on en parle d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas financée à hauteur des enjeux. On l'a vu dans les discussions précédentes. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de passer d'une médecine de soins et de réparation à une médecine d'anticipation, de responsabilisation aussi, pour transformer le pronostic des maladies et faire en sorte qu'en fait, il y ait plus de citoyens que de patients. Nous, on essaye de s'adresser à des citoyens avec Dépistez-vous et de faire en sorte que ces personnes restent en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, je pense que je réponds en partie à la question. En tout cas, je pense qu'on peut donner les clés aux citoyens justement grâce à des outils et je pense qu'on en parlera juste après. Absolument. Vous avez déjà évoqué beaucoup de pistes et beaucoup de sujets, notamment le financement sur lequel il faudra bien sûr revenir aussi. Mais peut-être pour continuer sur ce fil de la prévention et de ce qu'elle permet vraiment. Là, on a parlé du cancer. Auparavant, moi, j'étais sur d'autres tables rondes. On a parlé de la santé mentale au travail. On a parlé de la santé des femmes. Il y a énormément de sujets. On a presque l'impression d'être submergé par les sujets de santé aujourd'hui. Donc, en matière de prévention, est-ce qu'il y a peut-être des priorités? Est-ce qu'il y a des endroits où ce serait plus efficace que d'autres? Est-ce que vous, à la MGEN, vous choisissez d'avoir peut-être des biais sur la prévention? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, les besoins sont tellement colossaux qu'à un moment donné, il faut faire des choix. En tout cas, quand on est une mutuelle, on ne peut pas embrasser la totalité des sujets qui ont trait à la prévention. On a fait le choix historiquement de s'intéresser à la santé des femmes parce qu'il y a un biais sur la question de la prise en charge de la santé des femmes. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez en termes de santé, de dépistage, ce qui s'appelle le patient masculin neutre, qui est un peu la référence pour tout ce qui concerne l'épidémiologie, les symptômes. Or, on sait aujourd'hui qu'à pathologie identique, la symptomatologie entre les hommes et les femmes est très différente et que ça peut consister parfois en une perte de chance dans la manière de prendre en charge telle ou telle pathologie. Donc on a pris très tôt en charge la question de la santé des femmes. On a aujourd'hui une cohorte de 100 000 femmes que l'on suit depuis 30 ans, et donc désormais sur 3 générations, et qui permet de faire une vraie étude épidémiologique sur les pathologies qui les touchent, la manière de les prendre en charge et de faire à la fois du dépistage et des actions de prévention. On est par ailleurs, c'est le moment autopromo, en train de monter ce qui s'appelle un entrepôt de données de santé sur l'ensemble de notre population, c'est-à-dire 4 millions de personnes, à la fois sur les sujets de régime obligatoire, d'assurance maladie et de complémentaire santé, ce qui permet d'avoir une vision globale. Et sur l'ensemble de ces données anonymisées, on est aujourd'hui en capacité, avec l'accord de la CNIL, de faire de cette masse de données un terrain de recherche pour des chercheurs sur des questions notamment de recherche sur la santé des femmes. Et ça n'exclut pas la santé des hommes, puisque la santé des femmes est articulée avec la santé des hommes, et d'avoir une approche genrée
de la recherche en santé. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on est évidemment attentif et promoteur. Et puis, de la même manière, je crois que nos intervenants précédents parlaient aussi de la question de la santé mentale, notamment chez les seniors. On regarde cette question de la santé mentale à travers le prisme de la population que l'on couvre, c'est-à-dire les fonctionnaires d'État, dont on sait aujourd'hui que les questions de santé mentale sont extrêmement prégnantes, peu prises en charge, peu dépistées, et pour lesquelles les actions de prévention sont encore trop modestes aujourd'hui pour donner significativement des effets positifs. Alors justement, ça m'intéresse ce terme que vous avez utilisé, la population que l'on couvre. Finalement, l'enjeu de la prévention, c'est évidemment aussi d'aller toucher les gens concernés. Donc là, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce sujet. Comment est-ce qu'on trouve des relais pour porter la prévention aujourd'hui auprès des Français? Parce qu'il y a un vrai déficit de connaissances en matière de prévention. Hervé Jouve, je crois que vous avez pris un biais assez particulier, qui est celui de passer par les pharmacies. Alors le rôle des pharmaciens, il a été élargi récemment. Est-ce que c'est suffisant? Et est-ce que vous, la transformation de la prévention, elle passerait par un rôle peut-être encore plus élargi? Alors, si je suis un petit peu tout ce qui se dit depuis maintenant ce début d'après-midi, 5% du budget de la Sécu sur de la prévention, donc ça veut dire 95 sur du curatif, 18 milliards de déficit, une population qui est vieillie, donc 26% de la population a plus de 60 ans, de plus en plus de maladies chroniques, donc on se dit bien que si on ne change pas notre modèle, on va droit dans un mur et l'équité, l'équilibre ou l'accès à la santé est quelque chose qui est mort. Donc on se doit de changer notre approche, et notamment sur cette approche préventive, pas forcément sur les professionnels de santé. Je pense que ça commence très tôt dans les familles, parce que finalement, nous, on arrive au bout d'une chaîne. Et on a été percuté, en tout cas dans mon groupe, en 2016, par un rapport de la Fondation Concorde qui parlait de la médecine des 4P. Préventive, participative, personnalisée, prédictive, et qui disait que le pharmacien allait devenir le premier relais santé des villes, des campagnes, des quartiers. Pour nous, en fait, ça va au-delà de ça, c'est qu'il est en train de devenir le premier docteur de proximité, de prévention pour tout le monde. Et donc, effectivement, les pharmacies se sont adaptées. Aujourd'hui, elles ont des cabines de téléconsultation. Aujourd'hui, l'État leur a permis de faire un certain nombre de missions. Et donc, notre rôle, c'est de contribuer à cette médecine préventive, tout en sachant qu'une pharmacie, c'est ouvert du lundi au samedi, généralement, sans rendez-vous. Et là encore, je rajoute quelque chose, c'est que sans rendez-vous. 4 jours en moyenne pour un rendez-vous chez un généraliste, et je ne vous parle même pas des spécialistes. Voilà. Donc on est vraiment devenu un acteur incontournable et on continue à avancer sur cette médecine préventive. C'est intéressant de voir que les pôles se déplacent effectivement avec la pharmacie que vous situez donc au cœur des villes, sur des territoires à échelle différente. Et à côté de ça, on a aussi l'entreprise de laquelle on attend beaucoup plus en matière de santé, avec tout ce que ça implique, sur lequel on peut débattre évidemment aussi. Est-ce que l'entreprise, elle doit être aussi le lieu de la médecine préventive? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est là aussi le bon échelon en fait pour agir et le bon point de contact, Charles Berthaud? On l'a vu tout à l'heure dans le baromètre Havas CSA, il y a des fortes attentes des salariés et aussi des jeunes générations qui attendent de l'employeur, de l'entreprise, qu'elle investisse le terrain de la santé et de la prévention. Et effectivement, l'entreprise, c'est un lieu de vie où on passe pas mal de temps et où on peut lever un des principaux freins qu'on rencontre, qui est le manque de temps. En fait, quand on est salarié et qu'on fait ses 35 heures, on n'a pas forcément le temps de prendre rendez-vous chez le médecin. Donc, agir au travail, c'est donner ce rôle à l'entreprise, de pouvoir être un allié de santé qui est à la fois moteur, vecteur, qui peut être protecteur aussi en proposant de la prévention pour la santé mentale, pour les TMS, les RPS, et inclusif. Et on a aussi observé que l'efficacité des campagnes de prévention dans les entreprises, par exemple pour la vaccination, il y a un meilleur engagement, quasiment multiplié par 2, des salariés, grâce à des actions portées au sein de l'entreprise. Et ensuite, je vais prendre juste l'exemple des actions qu'on mène avec Dépistez-vous, mais pour ça, il faut que je vous représente juste Dépistez-vous. Donc, on s'adresse aux organisations, publiques comme privées, mutuelles, assureurs et entreprises, et on propose l'accès à des outils qu'on dit Figito, parce qu'on a une approche figitale avec la plateforme d'un côté, qui est référencée dans Mon Espace Santé, qui permet de guider le citoyen vers son parcours de dépistage, avec la bonne info au bon moment, le bon professionnel. On réadresse vers des pharmacies, à la fois pour la délivrance des kits de dépistage,
du cancer colorectal, également pour la vaccination, par exemple HPV, mais également pour le dépistage des profils à risque de cancer de la peau, identifiés par la plateforme, qui peuvent aller vers des pharmacies partenaires qui sont équipées et le pharmacien procède à l'analyse par téléexpertise. Ensuite, on a des ateliers avec des webinaires où on fait intervenir des soignants et des patients pour parler d'un sujet, d'une thématique de prévention primaire ou secondaire. On balaye toutes les thématiques de prévention. Et ensuite, on fait des dépistages en entreprise où là, on peut venir avec un soignant sur le lieu de travail, justement, pour agir au plus près des collaborateurs et donc, du coup, lever ce frein du manque de temps. Et donc, un exemple concret, c'est que sur une entreprise, en quelques mois, on a pu dépister précocement 6 cas de lésions précancéreuses ou de polypes. Donc, c'est le stade 0 avant qu'ils se transforment en cancer. Et grâce à ces cancers qui ont été dépistés avant le stade cancer, on a pu éviter la maladie, éviter le cancer, et ça en quelques mois sur 6 personnes, sur une entreprise. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, on en a plein, puisqu'on a à peu près 15% de nos utilisateurs qui ont pu éviter un cancer. Quand je parle au global, sur tous les utilisateurs, dépistez-vous. Et on remet les gens dans une démarche de soins où on les met, parce que des fois ils n'y sont pas, justement grâce à l'employeur, puisqu'on a 44% de nos utilisateurs qui ont pris rendez-vous chez un soignant à la suite d'un parcours sur la plateforme. Pourquoi que 44 ? C'est qu'en fait, le reste, ils sont soit pas à risque, soit déjà suivis pour leur dépistage, etc. Donc, on voit vraiment qu'on arrive à passer par l'employeur des messages. Tout à l'heure, j'étais dans une table ronde sur la santé des femmes et Karine Cross de l'engagement chez Carrefour disait que leur rôle, c'était aussi d'informer, de sensibiliser et de permettre de passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment ça, le rôle des entreprises. Alors on voit effectivement les effets positifs, donc on a envie d'aller dans cette direction. Toujours pour mentionner une autre table ronde sur laquelle j'étais tout à l'heure, qui était la réaction, l'adaptation du travail face aux enjeux de santé climatique en matière de santé. Et là, on parlait des freins que constitue notamment le secret médical pour agir, et du fait que ça empêche parfois d'avoir justement des actions qui pourraient être plus efficaces. Il y a quand même une sorte de certaine réserve sur ces sujets médicaux. Je voulais savoir, dans la prévention, comment est-ce qu'on pouvait essayer de toucher mieux les individus, notamment dans le milieu professionnel, puisque là, on parlait par exemple du cadre de l'entreprise. Les populations sont extrêmement diversifiées, même si on couvre par exemple les fonctionnaires, ça reste un monde extrêmement large et diversifié. Est-ce qu'il faut, pour réussir la prévention, plus de personnalisation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on sait que la difficulté en matière de prévention, c'est de toucher les personnes qui sont loin justement de ces messages grand public, de ces grandes campagnes nationales. Finalement, que vous organisez une manifestation de prévention sur, je ne sais pas, les cancers environnementaux liés aux particules, et vous avez dans la salle 100 personnes, vous êtes content, et vous avez 100 experts du sujet, et vous touchez absolument pas les personnes qui en auraient besoin. Et je crois, pour tirer le fil de ce que vous disiez, docteur, c'est l'entreprise a un rôle à jouer. D'autant que, même si on y passe beaucoup de temps, avec la généralisation du télétravail, l'entreprise a une responsabilité supplémentaire. Je fais écho à la crise Covid, où on a fait du logement le premier médicament. On a dit aux gens, si vous ne voulez pas être malade, restez chez vous. Sauf que ce médicament, selon comment vous êtes logé, ça peut être un véritable poison. Et donc, on tire le fil de la responsabilité de l'employeur dès lors que vous demandez, vous permettez à vos salariés de travailler depuis chez eux, de finalement des conditions dans lesquelles ils vivent et donc travaillent. Ça confère une responsabilité supplémentaire. Et je trouve que c'est important parce que la parole de l'entreprise ou l'action de l'entreprise, qui a une capacité justement à prendre soin de ses salariés, est importante. Mais ça crée cette diversité, une difficulté, parce que vous n'avez pas que des salariés d'entreprise, vous avez des professions libérales, vous avez des gens qui sont auto-entrepreneurs, et donc cette diversité-là, elle est complexe pour avoir un message un peu homogène avec l'ensemble de la population. Alors je ne sais pas comment on fait concrètement pour s'adresser à tout le monde, d'autant que on a des sujets très précis. Comment on vaccine massivement dans un pays qui est plutôt, on l'a vu avec la Covid, parfois réfractaire à ces sujets-là. En revanche, si on regarde l'Australie, qui a réussi à éradiquer la question du papillomavirus par des campagnes de vaccination massive, comment on supprime le facteur lié au tabac dans une société qui est éprise de sa liberté et de sa volonté de pouvoir continuer si elle le souhaite à fumer, comment on permet à des gens d'accéder à une alimentation saine, diversifiée quand on a un sujet de pouvoir d'achat, et puis comment on favorise l'activité physique, qui est aussi un déterminant de santé important tout au long de la vie, quand on sait que socialement, une jeune fille sur 2 abandonne le sport avant l'âge de 15 ans pour des questions tout autres, liées au regard de l'autre, liées au comportement sexiste, liées à plein de sujets. Donc on voit que ce n'est pas simplement un message de responsabilité individuelle, mais c'est aussi une capacité collective à créer les conditions pour que ces messages individuels permettent de le faire. Dernier point, si je fais un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais on a décidé de mettre en place, et c'est heureux, le tri sélectif pour gérer mieux les déchets,
Mais le tri sélectif n'a pas fait baisser la production de déchets. Et donc, les sujets de prévention, pour moi, ils visent aussi, au-delà des grands messages, à faire en sorte que les gens s'emparent de ces sujets-là pour changer les pratiques. Ce n'est pas avoir conscience des pratiques et ne pas les changer, mais c'est ayant conscience des enjeux à la fois individuels et collectifs, que ça a une influence bénéfique sur la manière dont je prends en charge, je gère ma santé. Donc c'est finalement les sujets entre collectif et individuel qu'il faut arriver à mieux gérer. D'autant qu'en matière d'enjeux collectifs, et là je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un vrai enjeu d'inégalité que vous avez souligné d'ailleurs dans les pharmacies, dans l'accès aux soins. Et finalement, la prévention, c'est formidable, mais si derrière on n'a pas non plus accès au médecin qui va pouvoir traiter ce qui a été diagnostiqué, comme le mentionnait par exemple Charlotte Berthaud, on a tout de même un problème. Donc, est-ce que si on fait plus de prévention, derrière on va réussir à être soigné? Comment on fait pour ne pas aggraver les inégalités? Alors, peut-être juste avant, parce qu'on est dans la santé, et comme vous avez parlé de l'entreprise, une entreprise performante est une entreprise qui a des collaborateurs en bonne santé. Donc chez nous, dans notre groupe, on a installé une cabine de téléconsultation. Elle a permis de sauver quelqu'un qui a détecté un cancer. Voilà, on ne pensait pas, on pensait que c'était juste de la bobologie. En fait, ça dépasse le cadre de la bobologie. On suit toutes les campagnes, parce que c'est aussi notre rôle d'entrepreneur. Hein, quand il y a Mars bleu, Octobre rose, le mois sans tabac, c'est important de pouvoir le relier et derrière de faire que l'entreprise soit aussi partie prenante. Alors pour revenir à votre question, effectivement, il y a un vrai sujet, c'est le maillage. Voilà. On parlait de politique publique à court terme. Le court terme tue le moyen-long terme, parce qu'il faut sortir de l'argent immédiatement et on ne se projette pas. Donc ce maillage, il est fragile. 26% aujourd'hui des Français ont accès à une seule pharmacie, ce qui veut dire que si jamais cette pharmacie, elle disparaît, il n'y a plus de relais, parce que quand il reste la pharmacie, c'est que généralement, il n'y a plus le médecin. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on se doit d'aider cette pharmacie à exister. Et là, pour le coup, il y a eu pas mal de transferts de services. Mais c'est des transferts sous-payés. Vous parliez des kits de cancer colorectal. On allait chez un médecin, on payait 30 € sa consultation, on repartait avec un kit. Vous allez à la pharmacie, c'est 5 €. On nous a mis aujourd'hui, on a mis en place des tests, les TROD, angine, cystite. Vous alliez chez un médecin, c'était 30 €. Dans une pharmacie, c'est un peu moins de 10 €. Vous alliez chez un médecin, c'était 30 € pour une vaccination. Voilà. Aujourd'hui, c'est 10 €. Et donc, effectivement, on est en train d'amener un certain nombre de services que les pharmacies prennent à bras-le-corps, parce que c'est aussi leur mission. Je rappelle, ce sont des docteurs en pharmacie, ils ont des bac+6, donc il y a ce rapport, et on parlait aussi de santé mentale, on parle avec le pharmacien. Quand on va voir le pharmacien, il y a un rapport qui est autre que juste « je viens avec mon ordonnance ». Et donc, nous, on doit essayer d'infléchir les pouvoirs publics pour donner justement une juste rémunération à ces actes, afin que cette proximité, elle puisse demeurer dans le temps, parce qu'autrement, il y a un moment, vous n'allez pas fermer votre pharmacie parce que vous allez faire un test. Ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a un appel, il y a un appel, mais depuis maintenant plusieurs années, puisque les pharmaciens ont fait grève l'année dernière, ce qui est extrêmement rare dans cette profession, parce qu'il faut des moyens pour aider en fait ce maillage à perdurer. Et donc là, on touche au modèle financier de la prévention. Peut-être avant d'y revenir, une dernière question sur les parcours de soins et la profondeur, en fait, la possibilité de se faire soigner. Vous me disiez justement, quand on préparait cet entretien, Charlotte Berthaud, qu'il fallait peut-être aussi revoir les orientations, le fléchage qu'on faisait vers tel ou tel type de soignant, et que là, il y avait aussi une amélioration réelle et qui n'était peut-être pas si difficile à faire. Je vais mettre des gens à dos, mais en fait, je pense que c'est difficile à faire parce que ça nécessite de bousculer notre paradigme et qu'on change de culture ou qu'on crée une vraie culture de la prévention en France, parce qu'on ne va pas chez le médecin quand on est en bonne santé et parce qu'en tant que médecin, on n'a pas de formation pour faire de la prévention. Moi, j'ai tout appris avec Dépistez-vous. À aucun moment dans mes 13 années de médecine, je n'ai fait de la prévention, en tout cas primaire. La prévention, en fait, c'est pour moi un réflexe qui doit être partagé entre acteurs publics et privés, entre médecins, pharmaciens, paramédicaux, pour que le parcours du citoyen/patient soit le plus fluide possible. Peut-être qu'effectivement, on pourrait oser créer des nouveaux métiers qui ne nécessiteraient pas de faire appel à un médecin et d'attendre que ce médecin se forme, mais que ça soit plutôt un préventionniste ou un préventologue sur le même modèle qu'une infirmière de pratique avancée, IPA, un paramédical qui serait formé à faire de la prévention. On n'a pas forcément besoin d'être médecin, je pense, ni pharmacien pour faire de la prévention. Et donc, je pense que de pouvoir
proposer à des IPA d'investir le sujet de la prévention et de pouvoir proposer aux citoyens de ne pas aller ni voir le médecin, ni aller à l'hôpital, parce que ça, c'est synonyme de maladie, mais de se dire, je vais dans un centre de santé et je vais voir un préventionniste ou un préventologue, et réorganiser ces métiers-là pour permettre en fait à chaque professionnel de jouer la bonne sentinelle au bon moment dans le parcours du citoyen. Donc je trouverais ça intéressant de réfléchir à ça, mais encore une fois, je ne veux pas me mettre le gouvernement ou le ministère de la Santé à dos. On est là pour discuter. Justement, autre sujet un peu sensible, sans se mettre personne à dos, le sujet du modèle financier de la prévention. Donc on commence à toucher un peu du doigt. Première question, sans se mettre personne à dos. La médecine non conventionnelle, il faudrait la rembourser, Mathias Savignac? Ouais, médecine non conventionnelle, parfois appelée médecine douce, médecine alternative, médecine complémentaire, c'est pas de la médecine, ce sont des pratiques non conventionnelles. Et pour autant, quand on est une mutuelle, on est face à un dilemme en fait. Quand on est une mutuelle, on est attaché à la démarche scientifique, au rationnel, et pour autant, comme on est une organisation démocratique, on est aussi tenu de répondre aux demandes et aux attentes de nos adhérents. Et donc c'est l'équilibre entre on ne fait pas n'importe quoi, et en même temps, est-ce qu'il y a des pratiques non conventionnelles qui permettent de soulager l'état de santé de nos adhérents? Ostéopathie, diététique, acupuncture, pédicure, podologie, tout ça, c'est des trucs qu'on regarde, mais on le fait en ayant un prisme avec des pratiques qui soient validées, parce que parfois, la frontière entre pratiques validées et charlatanisme, on sait que c'est pas aussi net et aussi simple que ça. Je pense, parce qu'on a regardé un peu le sujet finement, que souvent, nos concitoyens font aussi appel à des pratiques de ce genre-là, parce que, vivant parfois dans des déserts médicaux, où l'offre de soins ou la démographie médicale ne permet pas de le faire, ils cherchent une manière de trouver un remède ou un soulagement à leurs maux, et que parfois, eh bien, ils font avec ce qu'il y a sur le territoire, quel qu'il soit. Donc, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais on a un sujet d'accès à la santé pour toutes et tous, et on sait qu'il y a des inégalités d'accès à la santé, et parfois, je ne généralise pas, mais ces pratiques sont aussi une réponse à des besoins qui ne sont pas couverts ou qui ne trouvent pas d'issue par ailleurs. Donc c'est complexe. Nous, on a rassemblé ça sous un sujet forfait, prévention, bien-être. Et donc, on prend en charge dans un forfait des choses comme l'ostéopathie ou des choses comme ça. Mais moi, je suis sérieusement en train de me poser la question de créer un conseil scientifique pour valider la prise en charge de telle ou telle pratique, pour s'assurer qu'en fait, répondant aux attentes parfois légitimes de nos adhérents, on ne crée pas des zones de danger en solvabilisant finalement l'accès à des pratiques qui seraient plutôt néfastes à leur santé que bénéfiques. Donc c'est un vrai sujet, mais moi je pense qu'il faut s'attacher à ne pas parler de médecine douce alternative, qui poserait d'ailleurs la médecine comme dure ou non bienveillante, quoi. Donc c'est encore une fois remettre les choses dans le bon ordre, mais en même temps être à l'écoute des besoins des concitoyens s'en charge, mais nous concernant de nos adhérents. Sur cette évolution des modèles de remboursement, de ce qui devrait être inclus, quel regard vous portez, Hervé Jouve? Alors, dans le modèle financier, il y a plusieurs choses qui vont changer chez nous. D'abord, il faut que les pharmacies se modernisent. Il faut créer des salles d'entretien, des salles, des toilettes, hein, puisque quand vous faites un trop de cystite, si vous n'avez pas de toilette, voilà, donc ça paraît idiot, mais je parlais à un moment de ma prime rénov', il faut qu'on trouve une forme de prime rénov' pour les pharmacies, pour qu'elles puissent correspondre aux évolutions de besoins. Deuxièmement, sur le modèle financier, je pense que les mutuelles vont faire payer différemment dans le temps l'accès à la santé. C'est-à-dire qu'on va pousser le patient, et quel que soit son âge, parce que pour moi, c'est pas que je suis d'accord avec vous, c'est pas que les professions médicales. Hein. Dès l'école, il va falloir qu'on apprenne à se... Et d'ailleurs, regardez le nombre de jeunes aujourd'hui qui ont des bacs connectés et qui commencent à s'auto-monitorer. On voit que ça rentre dans l'esprit de ces jeunes générations. Donc, si vous n'êtes pas monitoré, vous paierez plus cher. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément voir le jour dans le futur. Voilà. Et puis après, derrière, vous avez des modèles. J'ai beaucoup entendu parler des Américains, des Anglo-Saxons, mais il y a beaucoup de modèles aujourd'hui où vous avez des abonnements mensuels sur lesquels vous êtes aujourd'hui monitoré. Vous
vous avez un conseil dans votre hygiène de vie, dans votre santé mentale, et ainsi de suite. Vous avez des mesures de constante. Voilà, il y a de plus en plus aujourd'hui de sociétés qui se créent pour justement éviter d'être malade. Et nous, dans le projet du groupe, notre objectif, en fait, c'est en 2040, c'est de traiter le patient sain. Alors, vous voyez, quand vous dites à des pharmaciens que vous voulez traiter le patient sain, ils disent « Mais attendez, moi, je suis là pour des ordonnances. » Non, en fait, tu vas être là dans le futur. Bien sûr, tu auras toujours des ordonnances, mais pour éviter que les gens soient malades. Alors ça, c'est quelque chose que vous poussez aussi, Charlotte Berthaud. Cette idée qu'on a en fait alors, je ne sais pas si c'est plutôt un bonus ou plutôt une pénalité. Qu'est-ce que vous militez en matière de remboursement, en fait, de s'en servir comme une arme en faveur de la prévention? Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure. Alors, je rejoins le problème de l'éducation, c'est que déjà, la problématique au départ, c'est peut-être d'essayer d'arriver le plus tôt possible dans la vie des citoyens, des futurs citoyens, et donc dès l'école, de pouvoir informer les jeunes sur l'intérêt de la prévention, faire de la pédagogie, expliquer à quoi sert la vaccination. Si on informe un jeune, bon, déjà, potentiellement, on le rend acteur, mais aussi on le rend ambassadeur et vecteur pour ses parents, ses grands-parents, etc. Et comme on sait que les jeunes sont très digitales, je pense que l'outil digital est un bon moyen pour pouvoir parler aux jeunes et personnaliser les messages. Et donc voilà, pour répondre à la question, je pense qu'on a aussi un problème de temporalité. Et d'alignement des intérêts. Ceux qui financent ne sont pas forcément ceux qui en bénéficient. Nous, ce qu'on voit, et j'en discutais avec Mathias, c'est que les mutuelles ou l'entreprise nous dit « Oui, mais moi, si là, je finance tout de suite et j'investis dans la prévention, potentiellement, ça profitera à quelqu'un d'autre demain parce que l'adhérent changera de mutuelle ou de travail. » Mais effectivement, c'est pareil pour les politiques publiques. C'est qu'à chaque fois, on en parlait sur une table ronde précédente, le ROI, il est trop court-termiste et donc on ne se donne pas les moyens de se dire qu'on va investir sur du moyen à long terme. Donc, on ne fait pas d'investissement du tout. Alors qu'en fait, investir en prévention, c'est rentable et des études le montrent. Donc pour moi, oui, j'avais envie d'imaginer qu'on puisse avoir une forme d'assurance santé aux côtés de l'assurance maladie, parce que la santé se soigne autant que la maladie, et d'avoir une sorte de permis à points et de pouvoir dire aux gens, mais en fait, on peut aussi vous valoriser les bons comportements, valoriser l'assiduité des gens, et donc leur permettre un bonus sur... Je sais que c'est pas possible, on s'emballe pas, mais sur leur complémentaire santé, sur leur mutuelle, d'avoir quelque chose qui valorise les bons comportements. En fait, oui, je fais bien mes dépistages, je vais chez le dentiste, je vais voir les médecins quand il faut que j'aille voir les médecins, je fais tout correctement. Ok, du coup, je suis pas malade, du coup, c'est cool parce que je suis pas absent dans ma boîte et en plus, du coup, je suis toujours en bonne santé pour ma mutuelle, donc je cotise. Donc en fait, tout le monde est content. Donc, on valorise Bon, ça doit être incitatif, à mon sens. Donc, il faudrait pouvoir imaginer tester ça sur des jeunes, notamment parce que je pense que les jeunes, avec le digital, encore une fois, ce côté nudge, gamification et valorisation des comportements, je pense que c'est, étant donné qu'on parle des objets connectés aussi, ils recherchent ça aussi. Donc, ça pourrait très bien être testé à l'échelle d'un petit panel de jeunes. Les énergéticiens font ça pour encourager à moins consommer d'électricité pendant l'hiver avec la gamification. Vous le testeriez, vous, à la MGEN, ce système ? De permis à point ? Ça demande réflexion. Ce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit qu'on passait d'une médecine préventive à une médecine punitive. En fait, on n'est pas dans la stigmatisation, dans ce que vous dites, mais dans comment on s'organise finalement collectivement pour une prise de conscience généralisée du fait que ce que l'on fait et ce que l'on fait très tôt a des impacts tout au long de la vie. Je discutais il n'y a pas longtemps avec Martin Fourcade, qui a été longtemps notre porte-drapeau, qui disait qu'en fait, lui, il a eu la chance de commencer le sport très tôt, à 2-3 ans. Et il disait que finalement, même si on passe une partie de sa vie à moins pratiquer, quand on reprend, c'est plus facile que si on n'avait jamais fait de sport dans son plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mémoire du corps qui se rappelle de l'effort, des bienfaits. Et donc, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, les prises de conscience se prennent le plus jeune possible. Je crois que vous avez pointé le sujet finalement sur la question de la pédagogie. C'est le vrai sujet en fait, parce qu'on voit que les acteurs sont pluriels pour mener des actions de prévention entre la sphère publique, la sphère privée, l'école, le travail. Finalement, aujourd'hui, ce qui manque, c'est le chaînage, l'articulation entre toutes ces sphères qui sont autant de strates de prévention, avec des messages qui ne sont pas toujours congruents, des messages qui ne sont pas portés au même niveau. Et je pense que il y a les deux aspects, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, entre la prise de conscience individuelle et la responsabilité collective à proposer aussi des parcours de santé, de prévention, d'habitude sur tous les déterminants de santé, et ils sont nombreux, finalement, pour adopter les meilleures pratiques. Donc, pourquoi pas un permis à point ? Moi, ce que je pointe juste, c'est que, en fait, c'est le même sujet. C'est dès lors qu'on n'est pas en capacité de porter les messages auprès des personnes qui en ont le plus besoin, c'est un peu la double peine, puisqu'elles n'ont pas les messages et pas la prévention. Et en plus,
Si d'aventure, ce qui n'est pas vous avez dit, hein, mais ils sont destinés vers finalement une forme de stigmatisation ou de punition vers ces populations-là, ce serait une double peine en fait, puisqu'elles n'auraient pas les messages et la capacité à les faire vivre, et on leur reprocherait. Donc c'est vraiment, je souscris pleinement à ce que vous avez dit sur la question de la pédagogie, et vraiment dès le plus jeune âge. Oui, juste du bonus, mais l'idée c'était de pouvoir aller voir un préventionniste pour que ce jeune de 18 ans ait accès à une information, qu'on s'assure qu'il ait accès à l'information, qu'on lui donne du coup les clés pour les différents rendez-vous qu'il a à faire en termes de prévention, et que voilà, s'il fait tout bien, il est valorisé dans ce comportement-là par sa mutuelle, par l'assurance maladie potentiellement, la complémentaire santé, les deux peuvent jouer, mais l'idée c'est plus de valoriser les bons comportements et absolument pas de punir, on est d'accord. C'est une forme de symétrie avec les assureurs auto, avec les bonus-malus. Exactement. Vous avez mentionné les jeunes, mais c'est vrai qu'ici, on a l'entreprise, la pharmacie en ville, la mutuelle des professionnels. Est-ce que vous réfléchissez quand même à la façon dont on peut toucher les populations les plus jeunes? Est-ce que c'est en passant au travers de leurs parents? Est-ce que c'est dans les messages quand on peut les croiser en ville? Est-ce qu'il y a des modèles particuliers de prévention envers les jeunes auxquels vous pouvez réfléchir en ce moment? Les jeunes, on les soigne tous les jours. Donc, alors on commence généralement par leur maman, parce que dans une pharmacie, 80% des gens qui viennent, ce sont des femmes. Voilà, donc il y a une éducation qui se fait. Et les jeunes, en fait, on est en train de les toucher par la technologie. Moi, tous les 2-3 ans, je vais au CES de Las Vegas, je vais voir un petit peu ce qui sort, et j'essaie de voir ce qui peut arriver demain dans les pharmacies. Détecteur de voix, c'est-à-dire que quand vous entendez une pharmacie, quand vous allez au comptoir, avec les mots que vous allez utiliser, avec l'attitude que vous allez avoir, on est capable de vous dire si vous avez un problème de santé mentale. Deuxième élément, vous avez des miroirs aujourd'hui. Des miroirs, vous regardez les miroirs, ils sont capables de vous dire comment dirais-je, si vous avez un risque d'AVC, si vous avez l'hypertension, votre indice de masse graisseuse, votre âge biologique, enfin tout un tas d'éléments. Troisième élément, comment dirais-je, le détection du mélanome. Vous savez qu'on peut le faire dans les pharmacies maintenant avec des smartphones, mais on peut le faire aujourd'hui via des devices. Et les jeunes étant très connectés, n'aimant pas faire la queue, n'étant pas addicts, un peu comme les anciennes générations où c'était le médecin de famille, il fallait absolument prendre rendez-vous, ainsi de suite, sont de plus en plus en fait regardants sur cette nouvelle technologie et sur cette approche de la santé. Et notamment, on parlait de santé préventive, hein, mais quand on regarde, il y a commencé à y avoir des petites stats là, sur les compléments alimentaires, sur tout un tas de choses, même sur la beauté. Les jeunes sont beaucoup plus regardants que d'autres générations. Et je voulais juste dire, le permis à points, il existe déjà. Parce que quand vous allez faire un prêt aujourd'hui, si vous avez fumé ou si vous avez eu un incident de vie, votre prêt il vous coûte plus cher. Donc c'est déjà des choses qui existent. Alors c'est plus ou moins vu ou montré, mais ça existe déjà. Mais c'est dans le mauvais sens, c'est pas très incitatif. C'est pas très incitatif, bien sûr. Oui. Exactement. Mais on passera à un moment par du punitif, malheureusement. Et quand on dit le dépistage du kit cancer colorectal, vous passez une pharmacie, vous ne le faites pas et vous ne l'avez derrière. J'entendais un médecin qui disait on soignera quand même, bien sûr, mais peut-être qu'un jour on va soigner et on paiera. C'est le débat que j'avais justement avec Mathias. C'était est-ce que ce permis à points, l'idée c'était d'avoir des points à 18 ans quand on a vu le médecin ou le préventionniste et qu'on a eu tout ce qu'il fallait en termes d'information, qu'on s'assure que le jeune a compris. Et l'idée c'est qu'il a tous ses rendez-vous. S'il fait aucun de ses rendez-vous, il perd ses points. Il fait un stage de récupération de points pris en charge. Et ensuite, s'il repère ses points après ce stage de récupération, là, est-ce qu'on continue de rembourser à 100% tous les soins, étant donné qu'on lui aura donné toutes les clés, mais qu'il n'aura pas pu? Et si on s'assure bien sûr qu'il peut avoir accès à un professionnel de santé, bien sûr, et qu'il a accès à l'information. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on est en mesure de continuer de rembourser? C'est un vrai sujet. Oui, enfin, on regarde pas mal le modèle de santé en Europe et au-delà de l'Europe. C'est vrai qu'on en parle comme ça assez facilement, mais il faut quand même arriver à distinguer ce qui correspond en fait à la bobologie du quotidien, où il y a des pays où on part avec en Italie, en Irlande, en fait, on part avec un montant annuel. Voilà. Et puis une fois qu'on a dépassé ce montant annuel, c'est pour vous. Par contre, dès qu'on commence à toucher sur des maladies un peu lourdes, là, il n'y a plus de permis à points. Hein. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une prise en charge naturelle et normale. Il nous reste 1 minute. J'avais peut-être une dernière question pour vous, Mathias Savignac. Je voulais savoir, on ne se refait pas quand on est de la presse économique, si on avait une idée du retour sur investissement, du bénéfice tiré de la prévention. Alors, avant de rentrer sur l'aspect économique, je pense que le sujet de la prévention, c'est de vivre bien le temps qui nous reste. C'est un sujet de société, c'est vivre le mieux possible le temps qui nous reste.
Après, est-ce que c'est rentable économiquement de la prévention? Alors, c'est pareil, j'invente rien. Des études disent que pour chaque euro investi dans la prévention, il y a un retour de 5 euros. Oui, je suis d'accord, c'est possible. Le vrai sujet, en fait, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un sujet politique. Sur quoi on a envie de mettre le poids du corps dans un contexte où on sait que l'année dernière, c'était très compliqué et l'année prochaine, ça le sera encore plus, sur le vote du PLFSS. Où finalement, tout le monde s'écharpe pour savoir où est-ce qu'on met le poids du corps et où est-ce qu'on met des euros. Et moi, je crois que finalement, c'est un sujet politique où, quand les politiques ont l'œil plus rivé sur le baromètre de popularité que sur le baromètre de santé, forcément, vous n'avez pas envie que les euros que vous investissez maintenant, d'autres puissent s'en arroger les bénéfices ou les bienfaits dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce que c'est des sujets de long terme. Donc je pense que c'est un vrai sujet politique. On fait exister par les mots la prévention partout, et dans les actes, elle existe finalement que très peu. Je pense que c'est une excellente conclusion à notre débat. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci. Merci.